Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les pneumopathies infiltrantes diffuses. Donc là, il s'agit d'un ensemble très hétérogène de maladies, près de 200, dont l'atteinte lésionnelle principale concerne l'interstition du poumon. Et donc, ils sont réunis par ce seul point commun, indépendamment de leur mécanisme, de leur mode évolutif ou de leur sévérité. Donc, nous allons cibler dans ce cours surtout la démarche diagnostique devant une PID. Et donc, l'objectif principal, c'est d'établir un diagnostic étiologique d'une pneumopathie infiltrante diffuse. Les objectifs spécifiques, c'est de connaître l'interstition pulmonaire et d'avoir des notions anatomiques sur le lobule pulmonaire secondaire pour pouvoir par la suite situer la lésion sur la TDM thoracique. Connaître la classification des PID, connaître les aspects TDM, la démarche diagnostique devant une PID, de connaître les éléments clés de l'interrogatoire pour le diagnostic étiologique et aussi de savoir orienter l'étiologie en fonction du caractère aigu ou chronique, primitif ou secondaire et de l'état immunitaire du patient. Voilà le plan de la question. Donc, nous allons passer par les rappels, surtout du lobule pulmonaire secondaire ou bien du lobule de Miller. On va parler des définitions, la classification, l'exploration fonctionnelle respiratoire, l'orientation diagnostique selon le LBA et selon les examens biologiques, les prélèvements à visée histologique. Nous terminons par un algorithme diagnostique d'une PID et on va parler à la fin de la fibrose pulmonaire idiopathique qui est le chef de file des PID. Les rappels, donc, qu'est-ce que c'est que l'interstition? L'interstition, c'est le tissu de soutien du poumon. Donc, il est constitué de ces éléments, c'est-à-dire des cloisons interalvéolaires, des septa interlobulaires, du tissu conjonctif péribroncovasculaire et sous-pleural. C'est quoi un syndrome interstitiel? C'est l'ensemble des images qui sont visibles sur la TDM ou bien sur la radiographie thoracique. La fibrose, c'est un aspect qui est anatomopathologique et ça comprend une accumulation de la matrice extracellulaire, de collagène, de fibroblastes et s'accompagne d'une altération plus ou moins importante de l'architecture pulmonaire. Parfois, elle est précédée d'une composante inflammatoire. Voilà une représentation schématique de l'interstition pulmonaire qui met en évidence ici en 1 le tissu conjonctif péribroncovasculaire. Ici. En 2, c'est le tissu conjonctif sous-pleural. En 3, ce sont les septa interlobulaires. Donc, ce sont les cloisons qui séparent les lobules les uns des autres. Et donc, au niveau de ces septa, il y a le passage des vaisseaux lymphatiques. À ce niveau ici, il y a le passage des vaisseaux lymphatiques et des veines pulmonaires. Donc, ça sépare les lobules les uns des autres. En 4 et en 5, c'est le tissu conjonctif centrolobulaire. Donc, ici, en 4 et en 5 ici, et en 4, c'est le tissu conjonctif centrolobulaire. Voilà le lobule pulmonaire secondaire, ou bien ce qu'on appelle le lobule de Miller. Donc, chaque lobule pulmonaire secondaire a une forme polygonale et se compose de 3 à 5 unités respiratoires. C'est ce qu'on appelle les acini. Donc, ça se compose de 3 à 5 unités respiratoires. Ce sont les acini. Et chaque acinus, il dépend d'une bronchiole terminale qui devient bronchiole respiratoire. Donc là, au centre du lobule pulmonaire secondaire, nous avons la bronchiole terminale et l'artère pulmonaire qui se retrouvent côte à côte et donc qui se terminent par les bronchioles respiratoires et qui se terminent à leur tour par les sacs alvéolaires. Donc, le lobule pulmonaire secondaire, au niveau du lobule pulmonaire secondaire, en périphérie, nous avons les veines pulmonaires et les lymphatiques qui se retrouvent un peu partout, c'est-à-dire au centre du lobule pulmonaire de Miller ou bien en périphérie.
Donc ce lobule, normalement, la taille n'excède pas 1 à 2 cm. Donc la taille est de l'ordre du centimètre. Ça ne dépasse pas les 1 à 2 cm. Donc ces lobules sont séparés les uns des autres par les septa interlobulaires et donc par le tissu, bien sûr, ici en périphérie, le tissu conjonctif périlobulaire. Donc ça sert, il est important de connaître le lobule pulmonaire secondaire pour pouvoir situer les lésions radiologiques, surtout scanographiques, sur le scanner par la suite. Si on a une lésion, par exemple, qui se situe en périphérie du lobule, c'est-à-dire au niveau des septa interlobulaires, on va dire qu'elle appartient, par exemple, aux veines pulmonaires. Comme dans l'OAP, on aura une turgescence de ces veines pulmonaires. Si on a une lésion qui se situe, par exemple, au centre du lobule pulmonaire secondaire, on va dire qu'il s'agit d'une lésion qui est centrolobulaire. Et donc, qui dit centrolobulaire, ça peut appartenir, par exemple, à la bronchiole terminale. Elle est bronchiolaire. Et donc, parfois, on a des lésions qui se situent en même temps en périphérie du lobule pulmonaire secondaire et en même temps au niveau centrolobulaire. Et donc, on va dire qu'il s'agit d'une répartition lymphatique des lésions. Donc, ce sont des lésions périlobulaires et centrolobulaires. Et donc, c'est une répartition lymphatique des lésions. Après avoir compris, j'espère que vous avez compris l'interstition pulmonaire et notamment le lobule pulmonaire secondaire, on passe aux définitions. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une PID? C'est une infiltration diffuse, souvent fibrosante, prédominante dans l'interstition. Et on connaît maintenant qu'est-ce que c'est que l'interstition. Donc, c'est une infiltration par des cellules inflammatoires ou bien néoplasiques, comme par exemple dans la lymphangite carcinomateuse, de l'œdème, de la matrice extracellulaire. C'est une infiltration de l'interstition. Souvent, cette infiltration, elle est souvent associée à des lésions des bronchioles, des alvéoles, de la paroi des vaisseaux, donc capillaires, artériels, vénules et lymphatiques. C'est pour ça qu'on parle de pneumopathie infiltrante et non pas interstitielle. Interstitielle, c'est un terme qui est radiologique. Et bien sûr, elle est traduite à l'imagerie par des opacités infiltrante diffuse. Voilà la nouvelle classification de 2013, la classification ATS-ERS des PID, qui classe les PID en 4 catégories. Donc, PID de cause connue, médicamenteuses, les connectivites, les PHS. Donc, médicamenteuses, par exemple, à la suite de l'ingestion de certains médicaments, comme par exemple, je donne l'exemple du méthotrexate ou bien de la cordarone. Et donc, le sujet là, il développe une pneumopathie infiltrante médicamenteuse. Les connectivites, lors par exemple de la PR, polyarthrite rhumatoïde, de la sclérodermie, les PHS, pneumopathie d'hypersensibilité, dans ce cas-là, nous avons un facteur causal, c'est-à-dire l'inhalation par exemple, de déjection d'oiseaux, donc là, le poumon des éleveurs d'oiseaux ou bien le poumon de fermier, qui donne ce type de pathologie, le pneumopathie d'hypersensibilité. Les pneumopathies interstitielles idiopathiques, ils sont de deux ordres, donc soit sporadiques, donc les fibroses familiales aussi, dans 2 à 20% des cas, ils sont plus rares que les pneumopathies interstitielles idiopathiques. Donc, ils peuvent être liés au tabac. Donc, c'est des pneumopathies idiopathiques, peuvent être liées au tabac. Par exemple, la bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle diffuse, ou bien la pneumopathie interstitielle desquamative chez le sujet tabagique, la DIP. Elles peuvent être aiguës ou subaiguës fibrosantes, comme par exemple la POC ou bien la pneumopathie aiguë, interstitielle aiguë. La POC, c'est la pneumopathie organisée cryptogénique qui se manifeste par des condensations bilatérales qui apparaissent et qui disparaissent, c'est-à-dire qui sont labiles et qui sont très corticosensibles. La pneumopathie aiguë interstitielle, c'est ce qu'on appelle le dommage alvéolaire aigu et donc diffus qui peut être secondaire, par exemple, à la suite d'une grippe sévère. Et donc, ça expose le patient à l'insuffisance respiratoire aiguë. Et donc, c'est des pathologies qui évoluent rapidement vers la détresse respiratoire et le décès.
Les fibroses chroniques, les PID chroniques fibrosantes, là nous avons la fibrose pulmonaire idiopathique qui est le chef de file et la pneumopathie interstitielle non spécifique qui peut être d'origine secondaire à une connectivite. Quand on a éliminé une connectivite, quand on a cherché une étiologie et on n'a pas trouvé, on peut la classer comme étant idiopathique, une pince idiopathique, une pneumopathie interstitielle non spécifique idiopathique. La troisième classe, c'est les granulomatoses, par exemple la sarcoïdose. La sarcoïdose qui se manifeste surtout chez la femme de la quarantaine et puis qui évolue en 4 stades. Les autres formes de PID qui sont rares, par exemple l'histiocytose langerhansienne, la lymphangioliomyomatosis chez la femme surtout en période de procréation et qui se manifeste par des kystes pulmonaires, donc formation kystique pulmonaire sur un aspect de verre dépoli et donc ça évolue vers l'insuffisance respiratoire. Donc, dans les classifications, on peut classer les PID concernant les PID aigus. Cliniquement, donc, c'est des symptômes qui évoluent en moins de 15 jours, maximum un mois. La clinique est peu spécifique. On peut avoir une dyspnée rapidement progressive, accompagnée de toux, d'un syndrome fébrile, de myalgie et d'asthénie. À la radio, on retrouve des opacités parenchymateuses diffuses, la gazométrie, donc là, c'est des signes d'insuffisance respiratoire aiguë, hypoxie parfois sévère. Quels sont les principaux cadres étiologiques des PID aigus? Donc, nous avons les infections, par exemple, la tuberculose dans sa forme miliaire, la miliaire tuberculose, la pneumocystose, c'est des PID qui sont aigus et qui sont d'origine infectieuse. Les pneumopathies immunoallergiques, pneumopathie d'hypersensibilité, le poumon de fermier et le poumon des éleveurs d'oiseaux, là, c'est l'inhalation de facteurs toxiques, par exemple, dans les éleveurs d'oiseaux, c'est les déjections d'oiseaux, et donc qui contiennent des micro-organismes, et donc ceux-là vont être inhalés par le patient et qui développent une PHS dans sa forme aiguë. Si le patient continue à être exposé, il va développer une forme chronique, c'est-à-dire ça va évoluer vers la fibrose. La pneumopathie médicamenteuse, donc là il y a une origine médicamenteuse, ingestion de médicaments, par exemple méthotrexate, cordarone. Donc chez certains patients, ça donne une pneumopathie médicamenteuse qui peut évoluer aussi vers la forme chronique, vers la fibrose. L'OAP lésionnelle ou bien hémodynamique, on peut avoir aussi une cause tumorale si le cancer est découvert précocement. Donc là, on peut le classer comme étant une PID aiguë, d'origine néoplasique bien sûr. Les PID aigus de cause inconnue, donc nous avons les connectivites, les vascularites, les pneumopathies aiguës à éosinophiles. Et la seule forme aiguë idiopathique, c'est le SDRA, le dommage alvéolaire diffus, donc qui est la seule forme aiguë idiopathique. Les PID chroniques de cause connue, donc nous avons les proliférations néoplasiques, par exemple la lymphangite carcinomateuse. C'est une infiltration ici de l'interstitium par des cellules néoplasiques. L'insuffisance cardiaque gauche, si elle est découverte à un stade tardif, on peut la classer comme étant une PID chronique. Les infections, la tuberculose miliaire, la pneumocystose, la même chose, elle peut être aiguë comme elle peut être chronique quand on la découvre tardivement. Les pneumoconioses, donc là, il s'agit d'inhalation de silice, d'asbeste. Donc là, ce sont des maladies professionnelles. Le diagnostic, dans ce cas-là, il est facile. Il suffit de chercher la notion d'exposition. De chercher, par exemple, est-ce qu'il s'agit d'un mineur, d'un sujet qui travaille dans la mine. Les pneumopathies d'hypersensibilité, on peut les trouver dans les formes aiguës et dans les formes chroniques, par exemple le poumon d'éleveur d'oiseaux et le poumon de fermier. Les pneumopathies médicamenteuses, la même chose, on peut les trouver dans la forme aiguë et dans la forme chronique. Si le patient continue à être exposé aux médicaments ou bien aux déjections d'oiseaux, par exemple, là, ça évolue vers la fibrose.
Les PID chroniques de cause inconnue, donc nous avons comme chef de file la fibrose pulmonaire idiopathique, suivie de la pneumopathie interstitielle non spécifique, la PINS, la pneumopathie desquamative chez le sujet tabagique avec la pneumopathie et la bronchiolite respiratoire avec pneumopathie interstitielle. Ces deux-là, donc la pneumopathie desquamative et la bronchiolite respiratoire, on les trouve chez le sujet fumeur. La pneumopathie organisée cryptogénique, donc la POC, condensation bilatérale, surtout sous pleurale, et qui sont labiles et corticosensibles de cause inconnue. La pneumopathie interstitielle lymphocytaire, dans ce cas-là, il s'agit d'une infiltration de l'interstitium par les lymphocytes. Et dans ce cas-là, on peut les voir chez le sujet immunodéprimé. Toujours dans les PID chroniques de cause inconnue, nous avons les granulomatoses telles que la sarcoïdose et l'histiocytose à cellules de Langerhans. Nous avons aussi les autres PID au cours des connectivites, des vascularites ou bien les pneumopathies idiopathiques à éosinophiles. On peut avoir aussi très rarement une amylose, une protéinose alvéolaire, une lipoprotéinose alvéolaire ou bien une lymphangiomyomatose chez la femme jeune en période de procréation. Quelles sont les manifestations cliniques de ces PID chroniques? Donc souvent le début est insidieux et cliniquement c'est très simple. On va trouver à l'interrogatoire une notion de dyspnée qui évolue de façon progressive. C'est une dyspnée d'installation progressive associée à une toux sèche. Quand on examine le patient, on va trouver des râles crépitants qui sont fins, qui sont bilatéraux, associés à un hypocratisme digital. Donc tous ces signes nous évoquent un aspect de fibrose. On peut rechercher les signes généraux, donc rechercher un amaigrissement, un fébricule, une asthénie, des arthralgies, des myalgies qui font suspecter une POC au cours de la pneumopathie organisée cryptogénique. On peut trouver des symptômes, amaigrissement, asthénie, une petite fièvre. Une pneumopathie infiltrante d'origine infectieuse, une atteinte pulmonaire d'une connectivite, une pneumopathie interstitielle non spécifique. Donc, ce sont des signes généraux qu'on peut trouver dans ces affections-là. Donc, dans les PID, on a une démarche diagnostique à adopter et donc en commençant toujours par l'interrogatoire qui permet à lui seul de nous donner le diagnostic, de nous orienter vers le diagnostic. Par exemple, on va rechercher un antécédent néoplasique, par exemple une lymphangite qui évoque une lymphangite carcinomateuse. Si on a un patient, par exemple, qui a un cancer, par exemple, du larynx ou du côlon, ou une patiente qui a un cancer du sein et on a une PID à la radio, donc là, on s'oriente directement vers une lymphangite carcinomateuse. Rechercher une exposition aux aérocontaminants, un sujet qui travaille dans la mine. Et dans ce cas-là, on évoque directement une pneumoconiose. Rechercher des manifestations extrathoraciques. Si par exemple, nous avons un sujet avec des polyarthralgies, avec des déformations articulaires, ou bien avec une peau cartonnée, une peau qui est rigide avec disparition des rides, donc ça fait évoquer soit une PR, soit une sclérodermie, si on a une atteinte cutanée. Une prise médicamenteuse, donc on interroge le patient, est-ce qu'il a pris des médicaments qui sont à l'origine de cette PID. Rechercher une cause possible de PHS. Dans ce cas-là, on doit rechercher une notion d'exposition aux déjections d'oiseaux, aux moisissures ou bien certaines causes professionnelles. Mis à part l'interrogatoire, on doit rechercher les symptômes systémiques qui peuvent nous orienter vers l'étiologie de la PID. Donc là, nous allons rechercher un érythème noueux qui évoque une sarcoïdose. On recherche des lésions cutanées, macules, papilles, myosites qui peuvent nous orienter vers une myopathie idiopathique ou bien médicamenteuse. On peut rechercher un syndrome de Raynaud qui nous oriente vers une sclérodermie ou bien des télangiectasies. On peut rechercher une atteinte uvéale, conjonctivale, une hypertrophie des glandes salivaires qui nous évoque une sarcoïdose ou bien un syndrome de gouge rouge aux graines. Rechercher aussi les adénopathies. Donc, si on a des adénopathies, par exemple, ça nous évoque deux diagnostics, soit une sarcoïdose, soit une lymphangite carcinomateuse. On peut rechercher aussi une arthrite
qui nous évoque, qui va nous orienter vers une conjectivite, une sarcoïdose, une vascularite. Bien entendu, si nous avons par exemple des adénopathies périphériques, il faut directement aller biopsier ces adénopathies pour mettre en évidence le diagnostic. Quelles sont les lésions? Maintenant, on passe aux lésions élémentaires pulmonaires qui nous orientent, qui vont nous orienter et parfois même nous donner le diagnostic. Et donc, concernant les PID, on peut demander une radiographie thoracique qui peut être normale dans 10% des cas, mais on doit toujours compléter par une TDM thoracique. C'est la TDM qui permet de montrer les lésions évocatrices de PID et qui va nous orienter vers tel ou tel diagnostic et parfois même de confirmer le diagnostic. Donc, ces lésions sont de l'ordre de quatre types, 4 catégories de lésions. Nous pouvons avoir des lésions nodulaires, micronodules, nodules et masses. Masse, quand c'est un nodule dont la taille dépasse les 3 cm. Les hyperdensités étendues, c'est-à-dire les condensations, ou bien l'aspect en verre dépolé. Les opacités linéaires et réticulées, les hyperclartés aériques, c'est-à-dire les formes kystiques, les lésions kystiques, les cavités en rayon de miel et les espaces emphysémateux. En commençant par les lésions nodulaires, les micronodules, comme sur cette radio, qui met en évidence des micronodules bilatéraux ne respectant ni les bases ni les sommets, associés ici à une chambre implantable. Et donc, ça évoque ici carrément une lymphangite carcinomateuse. La même chose ici, donc ce sont des micronodules qui sont bilatéraux, ne respectant ni les bases ni les sommets, avec intégrité des îles et des cul-de-sac. Et donc, ça évoque une miliaire tuberculeuse. Voilà sur le scanner, sur la TDM, sur cette coupe axiale qui met en évidence des micronodules bilatéraux qui sont répartis de façon aléatoire. Et donc, ça évoque une miliaire tuberculeuse puisque sur ce scanner qui met en évidence ici des lésions à ce niveau, au niveau de la base gauche, des lésions ici, des nodules confluents avec des excavations, avec des réticulations ici à ce niveau qui évoquent une tuberculose pulmonaire. Ici, nous avons un aspect en verre dépoli qui est bilatéral, qui est diffus, mais ça ne permet pas de s'orienter selon cette radiologie. Regardez sur la TDM thoracique du même patient. Donc là, ça met en évidence des micronodules qui sont très peu denses, qui sont centrolobulaires et qui respectent le liseré pleural. Donc le liseré pleural qui est entièrement intact, il est intact. Donc ce sont des lésions qui sont bronchiolaires. Ils ne sont pas périlobulaires, ils sont centrolobulaires. Et donc ici, regardez l'agrandissement. Donc il y a un respect du liseré pleural. Respect total du liseré pleural. Et donc là, il s'agit de lésions qui sont bronchiolaires. Et donc ça évoque fortement une PHS, une pneumopathie d'hypersensibilité. Ce sont les bronchioles qui sont bourrées d'hypersécrétion. Et donc ça donne ce type de lésion, des micronodules très peu denses. Un autre patient avec un aspect de verre dépoli, donc il y a une diminution de la transparence pulmonaire qui est bilatérale. Donc on ne peut pas dire qu'il y a des nodules, donc on a un aspect en verre dépoli, mais avec, au niveau du île, de façon bilatérale, nous avons des adénopathies hilaires, bilatérales, interbranchiques, non compressives, qui évoquent, dans ce cas-là, soit une sarcoïdose, soit une lymphangite carcinomateuse. Sur cette coupe TDM, donc du même patient, donc regardez ici, donc ce sont des micronodules qui sont à la fois périlobulaires, parce qu'on les trouve au niveau de la sussure, c'est une sussure perlée. Au niveau des septa, donc ce sont des septa perlés ici, des septa qui sont perlés à ce niveau. Et au niveau sous-pleural, donc l'espace sous-pleural, au niveau de l'espace sous-pleural, on retrouve des micronodules
qui débordent dans l'espace sous-pleural. Et en même temps aussi en péribronchique, donc des micronodules péribronchiques à ce niveau, donc la branche qui épaissit à ce niveau, et donc associée à des micronodules centrolobulaires. Donc ce sont des lésions à la fois centrolobulaires et périlobulaires, et donc c'est une distribution lymphatique des lésions qui évoque une sarcoïdose, euh, une sarcoïdose puisqu'on a des adénopathies, donc ça sera une sarcoïdose médiastino-pulmonaire. À l'opposé, donc sur une autre coupe TDM, sur cette coupe, ça met en évidence un épaississement péribroncovasculaire sous-pleural, un épaississement très important, irrégulier ici, à ce niveau, et dans ce cas-là, ça évoque une lymphangite carcinomateuse. Deuxième catégorie sont les hyperdensités étendues, c'est-à-dire soit les condensations, soit les hyperdensités en verre dépoli. Voilà sur la radio thoracique, sur une radiographie thoracique, donc ça met en évidence un verre dépoli, c'est-à-dire une diminution de la transparence pulmonaire qui est bilatérale avec un pseudo-élargissement du médiastin. Donc on retrouve ici un élargissement du médiastin avec cet aspect en verre dépoli. Regardez sur la TDM thoracique, sur cette coupe axiale. Donc, on a cet aspect d'une hypodensité en verre dépoli, n'effaçant pas les structures vasculaires et bronchiques à son contact. On voit les branches et on voit les vaisseaux. Donc, c'est une diminution de la transparence pulmonaire. C'est ce qu'on appelle l'aspect en verre dépoli, qui évoque peut-être une pneumopathie d'hypersensibilité. La même chose ici, c'est une diminution de la transparence, c'est un verre dépoli par endroit, voilà, respectant certains lobules. Donc, il y a une alternance de zones d'hypodensité et d'hyperdensité, c'est-à-dire des clartés, un poumon ici hyper clair et un aspect en verre dépoli. Et donc là, ça évoque aussi une pneumopathie d'hypersensibilité. Donc, mis à part le verre dépoli, on peut trouver des condensations alvéolaires. Donc, ce sont les hyperdensités, soit en verre dépoli, soit condensation. Condensation, ce sont des hyperdensités qui effacent à leur contact les structures vasculaires et bronchiques à leur contact, comme ici. On ne voit pas les branches et les vaisseaux au contact de cette opacité. Sur cette coupe TDM, coupe axiale TDM, on a des condensations, regardez, bilatérales. Voilà, condensation bilatérale et qui sont labiles chez une patiente de 33 ans et qui évoquent fortement une POC, une pneumopathie organisée cryptogénique. Nous passons aux opacités linéaires et réticulées comme troisième catégorie. Sur cette radiographie, donc on voit ici des opacités linéaires qui sont perpendiculaires à la paroi thoracique ici à ce niveau et qui siège au niveau de la base et donc ça évoque des stries de Kerley qu'on voit chez le patient avec OAP. En cas d'OAP, un stade précoce, on a uniquement un épaississement des septa et donc ça donne cet aspect de ligne de Kerley. Regardez sur la TDM, qu'est-ce que ça donne? Nous avons ici un aspect de large maille de filet. Donc, ça visualise les polygones septaux qui sont réguliers. C'est comme des mailles de filet. Donc, aspect à large maille de filet. Donc, ce sont les polygones septaux qui ont un aspect régulier. Ils sont épaissis seulement, mais ils sont de taille égale, régulière. Donc, ça évoque un OAP. Mis à part les opacités réticulées septales, on peut avoir des épaississements centrolobulaires. Donc, on peut avoir, c'est ce qu'on appelle les fines mailles de filet, donc des opacités linéaires en fines mailles de filet, c'est-à-dire centrolobulaires. Voilà donc un épaississement septal, donc c'est une réticulation basale. Là, on a des opacités réticulées
qui siège surtout au niveau des bases, puisqu'ici nous avons la masse cardiaque. Donc, c'est un épicissement, c'est une réticulation bilatérale basale qui évoque une FPI, une fibrose pulmonaire idiopathique chez un sujet, un homme de 70 ans, à un stade précoce. Donc, un stade précoce, la fibrose pulmonaire idiopathique se manifeste par une réticulation bilatérale diffuse et donc surtout basale et sous-pleurale. Et là, nous avons ici un rayon de miel qui est débutant tout à fait en postérieur, ici, donc ici, un épicissement à ce niveau qui évoque un rayon de miel débutant. La quatrième catégorie, ce sont les hyperclartés aériques, c'est-à-dire les kystes, l'aspect en rayon de miel et les bulles d'emphysème. Sur cette coupe TDM, donc là, nous avons des cavités microkystiques, jointives, sous-pleurales, donc périphériques, surtout en sous-pleural, des cavités microkystiques jointives évoquant un aspect en rayon de miel avec un épicissement des sussures et des septa, et donc ça évoque une fibrose pulmonaire idiopathique. Mis à part le rayon de miel, nous avons ici des bronchiectasies de traction. C'est quoi les bronchiectasies de traction? Ce sont les branches parce qu'il y a des phénomènes de fibrose tout autour de la branche, donc la branche, elle se fait tirailler par les phénomènes de fibrose avoisinante. Et ça donne cet aspect de bronchiectasie par traction, qui évoque aussi un aspect de fibrose. Donc, on peut avoir dans certains cas ce qu'on appelle les pseudomasses de fibrose. Donc, ce n'est pas une fibrose diffuse, c'est une fibrose qui est localisée comme ceci, comme sur cette coupe TDM, elle est en périhilaire. Donc, ce sont des masses fibrosantes. Donc, c'est un rayon de miel qui est localisé, évoquant des pseudomasses de fibrose de la sarcoïdose. La même chose, ici, nous avons des pseudomasses périhilaires qui sont bilatérales, qui sont rétractiles avec un rayon de miel à l'intérieur de ces masses et des dilatations de branches par traction, des bronchiectasies de traction. Même chose sur cette coupe, on a des pseudomasses de fibrose qui sont bilatérales avec bronchiectasie de traction. Et donc, c'est un aspect typique de la sarcoïdose au stade 4. Mis à part le scanner qui peut nous confirmer le diagnostic, donc là, on peut être orienté selon un ensemble de signes radiologiques, un ensemble de signes scanographiques. Donc, selon l'aspect radiologique, si on a par exemple un aspect en rayon de miel, avec une réduction du volume pulmonaire, des opacités réticulées, donc ça nous évoque une fibrose pulmonaire idiopathique, une FPI. Si nous avons des nodules, donc ça, ou bien une miliaire, ça évoque une sarcoïdose, une pneumopathie d'hypersensibilité par exemple. Si on a un aspect en verre dépoli, ça évoque une PHS. Si nous avons des stries de Kerley, ça évoque un OAP. Des kystes pneumothorax associés à une distension thoracique, ça évoque une histiocytose à cellules de Langerhans. Si nous avons une pleurésie, donc ça peut évoquer soit une lymphangite carcinomateuse, c'est une pleurésie métastatique, ou bien une insuffisance cardiaque. Si on a une PIT avec adénopathie médiastinale, ça évoque aussi deux diagnostics, soit une sarcoïdose, soit une lymphangite carcinomateuse. Nous passons brièvement à l'exploration fonctionnelle respiratoire qui montre, en cas de PID, un trouble ventilatoire restrictif, c'est-à-dire il y a une diminution du VAMS et de la capacité vitale, et donc le rapport de Tifno est normal ou bien légèrement diminué. Et avec un coefficient de transfert du CO qui est abaissé. La gazométrie peut être normale au début, mais à la fin, donc à un stade avancé, on peut avoir une hypoxie avec hypercapnie et qui peut évoluer, bien sûr, les PID peuvent évoluer vers, dans certains cas de PID chronique, on a l'évolution vers l'HTAP, l'hypertension artérielle pulmonaire et l'insuffisance cardiaque droite, c'est-à-dire
c'est la répercussion sur les cavités cardiaques qui est bien sûr tardif. Nous passons au LBA, donc le LBA normal, donc il est possibacillaire, on a 200 000 éléments par millimètre cube, donc la cellularité en moyenne 200 000 éléments par millimètre cube. Le taux de macrophage est entre 85 et 90%, taux de lymphocytes moins de 15%, les PNN moins de 3% et le taux d'éosinophiles moins de 1%. Quelle est l'orientation diagnostique selon le LBA? Si nous avons par exemple un LBA qui est macrophagique, donc ça évoque une histiocytose à cellules de Langerhans. Si nous avons par exemple un LBA qui est lymphocytaire, ça évoque une sarcoïdose ou bien une PHS. LBA neutrophilique, ça évoque une fibrose pulmonaire idiopathique. Un taux d'éosinophile qui est élevé au LBA, ça évoque une pneumopathie à éosinophile. Si la formule est panachée ou bien mixte, donc ça évoque une POC, une pneumopathie organisée cryptogénique. Si on a une formule qui est variable, c'est-à-dire elle varie d'un LBA à un autre, dans ce cas, on peut évoquer une pneumopathie médicamenteuse. Quel examen biologique peut-on demander devant une PIT? Mis à part un bilan standard, nous pouvons faire, bien sûr, rechercher, bien sûr, une hyperéosinophilie, faire une sérologie surtout VIH. Si on a le VIH, la sérologie VIH qui est positive, on évoque une pneumocystose, par exemple. Faire un bilan immunologique avec les anticorps, les ANCA et qui évoquent par exemple une vascularite ANCA. On peut aussi demander les précipitines sériques qui évoquent quand on suspecte un poumon de fermier ou bien une PHS à la suite de l'exposition des oiseaux. On peut demander aussi l'enzyme de conversion de l'angiotensine si on suspecte une sarcoïdose. Entre autres aussi, on peut faire des prélèvements à visée histologique qui doivent être faits. Donc, dans ce cas-là, si on a une lésion qui est périphérique, si on a par exemple une lésion cutanée ou bien une adénopathie, on va directement biopsier cette adénopathie ou bien biopsier cette lésion cutanée qui peut nous donner le diagnostic. Sinon, on peut aller vers faire une fibroscopie bronchique avec biopsie bronchique. Si elle est négative, on peut aller vers la transbronchique. On peut faire une biopsie d'organes extrathoraciques. Médiastinoscopie, si on a par exemple des adénopathies médiastinales, on peut aller faire une médiastinoscopie avec une biopsie et dont le rendement est à 100% par exemple dans la sarcoïdose. Si on fait une biopsie des adénopathies médiastinales, dans la sarcoïdose, on a le diagnostic à tous les coups. Si on a un patient qui est demandeur, par exemple, de soins et on est obligé d'établir un diagnostic de certitude, on peut aller jusqu'à la biopsie pulmonaire chirurgicale par thoracotomie. Voilà donc la conduite du diagnostic d'une PID, c'est-à-dire on va récapituler. Donc on se base, comme je vous ai dit, sur l'interrogatoire qui nous oriente vers le diagnostic, l'examen clinique. L'interrogatoire est capital dans les PID. Complété par une TDM thoracique et une exploration fonctionnelle respiratoire, fibroscopie bronchique avec le LBA et les biopsies bronchiques et transbronchiques. Si tout est négatif, on peut aller vers la biopsie pulmonaire chirurgicale. Parfois, on n'est pas obligé de faire des biopsies quand on a un syndrome clinico-pathologique qui est évident. On peut évoquer par exemple une condensation bilatérale labile qui apparaissent et qui disparaissent. C'est un sujet avec un petit amaigrissement, une asthénie, donc ça évoque une POC, une pneumopathie organisée cryptogénique. Donc on fait le diagnostic sans aller faire une biopsie. Parfois il s'agit d'une cause, on a recherché une cause déterminée, on n'a pas trouvé. Donc on a éliminé une infection, une origine médicamenteuse. Il n'y a pas de contexte spécifique, pas de connectivité, on a tout éliminé. Il n'y a pas de POC, pas d'infection, pas de médicaments, donc pas
de connectivité associée. Dans ce cas-là, si on a tout éliminé, on peut évoquer le diagnostic de PID idiopathique. Dans le chef de file est la fibrose pulmonaire idiopathique, la FPI, qui est la plus fréquente. Et donc, la médiane de survie, ça ne dépasse pas les 3 ans. Et le diagnostic, il se fait sur le scanner. Donc, ce n'est pas la peine d'aller faire des biopsies. Dans ce cas-là, on se base sur le scanner pour faire le diagnostic. Les manifestations cliniques, donc c'est un sujet en général qui dépasse la soixantaine. Les signes cliniques, c'est la toux sèche, la dyspnée d'évolution progressive. À l'examen clinique, nous avons un hypocratine digital comme ceci, comme sur cette photo. Et quand on pose le céton, on retrouve des râles crépitants qui sont fins et bilatéraux. Le diagnostic, il se fait sur la TDM. On parle de pneumopathie interstitielle commune. Si on a ces 4 critères, ce sera une pneumopathie interstitielle commune certaine. Donc la pneumopathie interstitielle commune, c'est un aspect anatomopathologique. Mais on la confirme sur le scanner, sur la TDM thoracique, si on a ces 4 critères, c'est-à-dire la prédominance sous-pleurale des lésions, basales et sous-pleurales, la présence de réticulation, la présence d'un rayon de miel avec ou sans des débits de traction et l'absence de signes incompatibles avec une pique. C'est-à-dire il n'y a pas d'image incompatible. Il n'y a pas par exemple de condensation ou bien de verre dépoli qui nous évoque un autre diagnostic. Dans ce cas, on pose le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique si on a ces 4 critères. Voilà une radiographie thoracique chez un patient qui présente une fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc sur cette radio, ça met en évidence ici une réticulation des opacités réticulées qui sont bilatérales, ici, qui sont bilatérales, surtout sous-pleurales, avec un pseudo-élargissement du médiastin. Donc là, ça ne permet pas de confirmer le diagnostic. C'est pour ça qu'on doit faire une TDM thoracique qui va nous confirmer le diagnostic en mettant en évidence cet aspect de cavité microkystique jointive, regardez ici, jointives qui sont bilatérales à droite et à gauche, donc cavité microkystique sous-pleurale jointive associée à cet aspect de réticulation, donc c'est un aspect de rayon de miel qui est typique d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Parfois, donc, à un stade avancé, il peut être associé à cet aspect de DDB de traction, les branches ectasies de traction. Donc, ce sont les branches qui se font tirailler parce qu'il y a des phénomènes de fibrose tout autour. Cet aspect de fibrose pulmonaire idiopathique. Quel principe thérapeutique peut-on indiquer chez ces patients? Donc, la thérapeutique, elle dépend de l'étiologie. Donc, dans tous les cas, on peut faire une éviction des facteurs responsables. Si on a, par exemple, si on a une notion d'exposition aux oiseaux, arrêt des médicaments responsables. Dans tous les cas, c'est l'arrêt du tabac. Dans certains cas, par exemple dans la sarcoïdose, on peut donner dans les PHS à un stade subaigu, donc on peut indiquer une corticothérapie orale à raison de 0,5 à 1 mg kg par jour qu'on peut donner au long cours. Dans la sarcoïdose, on peut la donner jusqu'à 18 mois. On peut l'associer dans certains cas de PID liés aux connectivites, à la PR, à la sclérodermie. On peut associer une corticothérapie avec des immunosuppresseurs. Dans la sarcoïdose, par exemple, quand il s'agit d'une sarcoïdose qui ne répond pas au traitement par les corticoïdes, on peut donner des immunosuppresseurs type méthotrexate. Concernant la fibrose pulmonaire idiopathique, il n'y a pas de traitement antifibrosant. Donc, il y a 2 molécules qui sont à l'essai, la pyrphénidone et le nintedanib, qui sont encore à l'essai et qui sont indiqués dans les fibroses légères à modérées, dans la fibrose pulmonaire idiopathique légère à modérée. On peut indiquer, bien sûr, une oxygénothérapie parce que c'est des sujets qui développent une insuffisance respiratoire chronique. Dans ce cas, on peut donner une OLD, une oxygénothérapie
de longue durée. Bien sûr, à un stade avancé, il y a une HTAP avec une répercussion sur les cavités cardiaques droites. On peut donner des diurétiques. On associe les diurétiques. Et dans certains cas, chez le sujet jeune, quand on a un donneur, donc on peut indiquer une transplantation pulmonaire. On termine avec ces quelques aspects TDM au cours des PID. On va commencer par cette coupe axiale, coupe TDM axiale, passant par les cavités cardiaques, ici, et donc qui met en évidence un verre dépoli. Donc c'est une superposition de verre dépoli avec une réticulation bilatérale diffuse, avec très peu de rayons de miel, quelques cavités kystiques ici et ici. Et donc c'est un aspect typique d'une PINS, pneumopathie interstitielle non spécifique au cours de la sclérodermie. Un autre aspect de micronodules bilatéraux qui sont répartis de façon aléatoire, évoquant une miliaire tuberculeuse. Sur cette coupe TDM, nous avons ici des micronodules péribronchiques avec des micronodules sous-pleuraux et un épicissement de la sussure, une sussure ici qui est perlée, qui est nodulaire à ce niveau. La même chose, une sussure, normalement, elle ne se voit pas sur le scanner. Donc, on la voit ici, elle est perlée, c'est une sussure perlée et un aspect de septa perlé ici et des micronodules sous-pleuraux associés. Donc, ça évoque fortement une sarcoïdose. Sur cette coupe TDM, là, nous avons des micronodules qui sont centrolobulaires, qui sont très peu denses et qui respectent totalement le liseré pleural. Ici, un respect du liseré pleural qui est totalement respecté et donc ça nous évoque une PHS. Ça évoque une PHS. Sur cette coupe TDM, ici, nous avons des cavités microkystiques bilatérales, jointives, sous-pleurales, associées à de gros kystes sous-pleuraux, donc qui sont bilatérales, qui évoquent une fibrose pulmonaire idiopathique à un stade très avancé. Sur cette TDM, nous avons un aspect en verre dépoli qui est surtout de siège périphérique. Et donc, chez un sujet tabagique, ça nous évoque une pneumopathie interstitielle desquamative. Sur cette coupe TDM, nous avons des condensations qui sont de siège sous-pleural et qui sont bilatérales et qui effacent les structures vasculaires et bronchiques à leur contact. Et donc, qui sont fugaces, bilatérales et qui sont corticosensibles. Et donc, ça évoque une POC, une pneumopathie organisée cryptogénique de cause inconnue. Sur cette TDM, nous avons ici des micronodules, donc l'association de nodules pleins, donc de nodules troués et de cavités kystiques, comme ici en postérieur. Des cavités kystiques à ce niveau. Donc là, ça évoque, donc c'est une association de nodules pleins, de nodules troués, de cavités kystiques. Et donc ça évoque une histiocytose longue et ancienne. Là, c'est un aspect très typique. C'est ce qu'on appelle le crazy paving. C'est une superposition d'un verre dépoli avec un épaississement des septa. Regardez l'épaississement des septa interlobulaires. Donc, associé à cet aspect de diminution de la transparence pulmonaire, c'est un aspect de crazy paving qui est évocateur d'une lipoprotéinose alvéolaire. C'est une maladie qui est très rare. Sur cette TDM, nous avons des micronodules qui sont répartis de façon bilatérale et ce sont des micronodules à distribution lymphatique. Pourquoi? Parce que on les trouve en sous-pleural, des micronodules sous-pleuraux. Au niveau des septa, nous avons ici des septa qui sont perlés. Au niveau des sussures, là on a une sussure qui est perlée, donc plusieurs nodules au niveau des sussures. Et au niveau péribroncovasculaire. Donc là, c'est la branche. En péribroncovasculaire, nous avons un épaississement ici. Et donc là, c'est un aspect typique de sarcoïdose. Un autre cliché qui met en évidence l'alternance de zones de clarté
et d'un ver dépoli. Et donc, ça évoque une PHS, type d'éleveur d'oiseaux. En conclusion, donc, je dirais que la démarche diagnostique des PID est complexe et variée. Donc, ça touche un nombre important d'affections et donc qui ont la seule caractéristique, c'est l'atteinte de l'interstition et qui sont différents. On a vu que chaque pathologie est différente de l'autre, mais le seul point commun, c'est l'atteinte de l'interstition. Ça fait appel à plusieurs spécialités, donc elle est multidisciplinaire. Donc la décision, elle est pluridisciplinaire. La TDM, haute résolution, elle demeure l'examen primordial pour le diagnostic. Donc, d'où l'intérêt de décisions multidisciplinaires et avis d'experts. Donc, il faut qu'il y ait un avis d'experts pour pouvoir poser le diagnostic. Il faut dire que 10% des PID restent non classés. Voilà, nous avons terminé. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser des questions à travers le forum de la faculté de médecine d'Oran.